Et ben alors, je vous propose de passer à la section suivante. Et en fait, on a fait un tout petit inversement de situation, comme l'heure passe, et pour pas laisser traîner notre invité trop longtemps, parce qu'il devait aussi partir. On va commencer par la partie sur l'eau. Et après, il y aura la chronique culture. Et après, à la fin, la question sur les législatives. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir ici Guillaume Barjot, qui est donc hydrologue dans le nord de l'Alsace. Bonjour Guillaume. Bonsoir. Ah, voilà, on t'entend bien maintenant. Bonsoir, Bonsoir. bienvenue donc dans Allo la NUPES. Merci. Merci de m'avoir invité. Et un grand plaisir pour nous, là, à vrai dire. Et peut-être, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus que ce que j'ai fait, comme ça on te connaît un peu mieux. Oui, pas de souci. Alors effectivement, moi je suis hydrologue. J'accompagne les collectivités publiques dans leur stratégie de gestion de l'eau depuis 13 ans maintenant. Et puis, donc c'est majoritairement de l'hydrologie dite urbaine dans le terme du domaine scientifique. Donc à la base, je suis ingénieur et je fais ça depuis pas mal de temps. Et puis là, depuis quelques années, et pour encore quelques semaines, je suis doctorant, puisque dans quelques semaines, je serai docteur. C'est surtout ça qu'il faut retenir en hydrologie. Voilà, je suis assez fortement engagé dans la gestion de l'eau et notamment dans la gestion de l'eau comme un bien commun. Je donne assez régulièrement des conférences, des interventions sur cette thématique-là très précise. Parfait, donc on a trouvé la bonne personne. Et du coup, on a nommé cette partie, cette section, donc, débat technique ou débat citoyen, sous tes conseils d'ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'à ton avis, on aurait dû, il fallait mettre ce titre? Pourquoi tu voulais mettre ce titre? Alors, c'est une question qui est très importante à se poser. La première partie qui est intéressante à se poser, c'est est-ce que la gestion de l'eau, c'est un débat technique? Et c'est une question à laquelle on a tous envie de répondre oui. D'abord, la gestion de l'eau, c'est très vaste comme sujet. Ça va de l'eau potable, en passant par l'assainissement, en passant par l'hydrologie, le climat, l'hydrogéologie, l'hydrologie marine. Enfin, il y en a partout, quoi. C'est extrêmement vaste. Mais c'est normal, hein, de l'eau, il y en a partout. Et puis pas d'eau, on est mort. Donc, bon, voilà, c'est un domaine extrêmement vaste. Ensuite, c'est pas mal de sujets là-dedans qui sont encore ouverts au niveau scientifique, que ça soit sur le niveau scientifique au niveau des sciences sociales, mais aussi des sciences tout court. En hydraulique, en hydrologie, on ne sait pas tout et on est très loin de tout savoir d'ailleurs. C'est des sujets qui sont complexes parce qu'ils sont interconnectés les uns avec les autres, ils sont interconnectés avec le vivant aussi, tout simplement. Donc, très vite, on se dit, bon, c'est quand même assez technique, c'est assez pointu. Et en plus de ça, quand on commence à réfléchir un petit peu à ces sujets-là, on se rend compte qu'il y a la gestion de l'eau dans sa maison et puis la gestion de l'eau à l'échelle d'un pays. Et que l'un est lié à l'autre et que c'est pas si simple de passer de l'un à l'autre. Donc on se dit, oui, oui, tout ça, c'est technique. Donc, en plus, il y a des sciences sociales, il y a des... Oh là, c'est technique. Et en fait, moi, ce que j'explique, et je passe mon temps à l'expliquer à longueur de conférence, c'est qu'en fait, pas du tout. C'est d'abord et avant tout un sujet qui est citoyen. Parce que la gestion de l'eau, ça nous concerne tous, ça concerne notre présent et notre avenir, parce que s'il y a bien un truc qu'il faut retenir et qui est tout le temps à dire là-dessus, c'est que les choix qu'on fait maintenant en gestion de l'eau, c'est comme les choix en matière de gestion de l'environnement, on les paye, on les subit, on les choisit pour 20, 30, 40, 50, 60 ans, avec pas forcément de capacité de revenir en arrière. Donc ça nous concerne tous, ça engage notre avenir. C'est des choix qui sont engageants donc sur le long, le très long terme. Et les questions pourtant qu'on a à se poser, même s'il y a effectivement de la science, de la technique, elles sont très très simples. C'est est-ce qu'on survit demain? Est-ce qu'on a assez d'eau pour boire et pour survivre? Voilà. Et nous, et puis tout le vivant aussi, ça serait pas mal. Voilà, c'est une bonne chose. Et la deuxième chose, c'est comment on règle ce qu'on appelle le conflit d'usage. C'est-à-dire qui a de l'eau, à quel moment et pourquoi. Est-ce qu'on satisfait les besoins vitaux? Est-ce qu'on la rend, on la monétarise? En fait, c'est un bien commun. Et donc, le sujet qui nous concerne tous et qui est très simple, c'est un sujet 100% citoyen, 100% politique. C'est une question citoyenne très claire. Comment on gère cette ressource et qui a l'usage de cette ressource? Et ça, il ne faut pas rentrer dans des grands débats techniques pour y répondre. C'est même pire que ça. Souvent, quand on rentre dans des grands débats techniques, c'est pour cacher un peu les choses, quoi. Et donc, en fait, à cause du changement climatique en métropole, en France surtout, donc on aura
si j'ai bien compris, toujours moins d'eau, donc ces conflits vont s'exaspérer. Et Oui. est-ce qu'il y a un moyen aussi d'avoir une idée de combien d'eau il va manquer, combien elle va diminuer cette ressource? Non, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué d'avoir une idée de combien cette ressource va diminuer. On est capable, à l'échelle mondiale, d'estimer combien on va perdre, combien d'eau douce en moins on va avoir. Mais c'est au niveau mondial. Et en fait, c'est cette problématique très technique, très scientifique de la descente d'échelle, de passer d'un modèle mondial du climat à des modèles plus locaux, plus régionaux. Alors, quand on dit régionaux, ici, on parle de la France. Hein. On ne parle pas des régions ou d'un pays. Quoi, hein. C'est ça, les modèles régionaux climatiques. Et puis, quand bien même on arrive à le faire, entre guillemets, pour certaines variables climatiques, comme la température, eh bien, en ce qui concerne la gestion de l'eau, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, en France, on sait qu'il va pleuvoir un peu plus, mais pas au même moment. Et que, notamment, ce qu'on appelle le régime des pluies va se déplacer, c'est-à-dire qu'il va pleuvoir un peu plus sur des orages très violents en été, c'est la palissade, mais beaucoup moins en hiver, par exemple. Mais en quantité totale, ça fera plus quand même qu'en quantité annuelle. Voilà, on a ce genre d'indication. Maintenant, qui dit un peu plus de quantité, on se dit, bah, du coup, on ne va pas manquer d'eau. Bah, non, elle n'arrive pas au même moment. Et en fait, ce qu'on ne sait pas faire, c'est tous les modèles liés à, comment dire, la sécheresse. Ben, on ne sait pas prédire au niveau, même au niveau régional, les probabilités de sécheresse des sols, de tout ça. Il y a différents types de sécheresse, différents types de manque d'eau. Donc, c'est très compliqué, en fait, d'avoir une idée de combien on va avoir en moins. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est observer combien on a en moins maintenant par rapport à il y a quelques années. Et c'est pas très réjouissant, quoi. Voilà. Ah, mais du coup, maintenant, on a quand même globalement moins d'eau qu'il y a quelques années. Oui. En fait, aujourd'hui, tu as des déficits hydriques chaque année qui sont, quand on regarde depuis 2009, qui sont, il n'y a que quelques années qui sont excédentaires, mais sinon, depuis 2009, la majorité des années, elles sont à 15-20% de déficit hydrique, voire beaucoup plus en 2022. Et donc, par rapport à ce que tu disais, que le problème aussi, c'était la répartition de l'eau dans le temps, enfin pendant l'année, selon les périodes. Du coup, une des solutions qui pourrait paraître à première vue raisonnable, on va dire, une des solutions du gouvernement qui a fait l'actualité dernièrement, sont ces méga-bassines. Exactement. Où ils prétendent justement garder l'eau quand il y en a pour la redistribuer après quand on en manque. Alors, est-ce que déjà tu peux rappeler un peu le principe de ces bassines et puis après, d'où viennent toutes les problématiques qu'elles engendrent et cette contestation qu'elles engendrent? Oui, bien sûr. Alors, bon, bah déjà, une bassine, le principe, il est très, très simple. Hein. On fait un trou, une bassine, quoi, ou un bain, je vais appeler ça comme vous voulez, et puis on le remplit d'eau. Alors, le premier truc qu'on s'imagine et qu'on entend souvent, c'est qu'on va le remplir avec de l'eau de pluie. Ça, c'est faux. On ne remplit pas avec de l'eau de pluie. On pompe de l'eau dans les nappes phréatiques pour remplir la bassine. Voilà. C'est une première partie du problème. Mais sur le principe, c'est assez simple. On fait un trou, on le remplit d'eau, et on le remplit d'eau en hiver quand, soi-disant, on en a trop ou beaucoup, et puis on l'utilise l'été quand on en manque. Le principe, il est très, très simple. Il y en a toujours eu des bassines avant. Il y a une catégorie, une famille de bassines assez connue qu'on appelle les barrages. Voilà. On ne va pas creuser le trou, mais on a bouché un canyon et puis on a rempli d'eau. Donc, j'en reparlerai plus tard, mais par exemple, le barrage Hoover aux États-Unis, qui est un des plus grands de la planète, qu'il a fallu des années pour remplir et qu'aujourd'hui, on n'arrive toujours plus à remplir, qui alimente en fait, donc le barrage Hoover, hein, il barre le Colorado. Et puis, il alimente un canal qui traverse le désert, qui alimente Las Vegas, mais surtout qui alimente les maraîchers de Californie. Parce que la Californie, c'est la principale zone maraîchère des États-Unis. C'est le grenier à légumes des États-Unis. Donc, c'est une méga bassine. Hein. C'est un des plus gros barrages de la planète. C'est pas rien, le barrage Hoover. On notera tout de suite que le Colorado, dans bien des cas, et souvent depuis bien longtemps maintenant, quasiment systématiquement chaque année, il ne va plus jusqu'à la mer. Voilà. Ça, je dis rien. Voilà, c'est juste... ça, c'est le premier truc. Le deuxième, donc, vous avez les barrages, qui sont quelque part des grandes bassines. Et vous avez aussi les retenues collinaires. Bon, là, il faut s'imaginer un cours d'eau, puis on va le barrer de petits barrages, hein, pas beaucoup, pour ralentir les eaux et puis pour pouvoir prélever.
Donc ça, si on en fait une ou deux de retenue collinaire, c'est très bien. Puis si on en fait trop sur un cours d'eau, vous avez plus d'eau dans le cours d'eau. Hein. Voilà. Et puis bon, maintenant, on a les bassines qui sont au milieu de nulle part, au milieu des champs, on les remplit avec un prélèvement sur la nappe. Donc, sur le papier, la carte postale est très séduisante. On remplit en hiver, on arrose en été. Et sérieusement, enfin, sur le papier, ça a l'air magique. Alors, le truc, c'est que sur le papier, ce qu'il faut comprendre, le premier problème que posent ces bassines, ce qu'il faut comprendre, c'est que la rivière, une rivière et sa nappe d'accompagnement, c'est un milieu en interaction permanente. C'est-à-dire que par moment, la rivière, il y a de l'eau dedans, elle alimente la nappe phréatique, pas seulement, la pluie aussi alimente la nappe phréatique. Et puis par moment, il n'y a pas assez d'eau dans la rivière, et donc c'est la nappe phréatique qui alimente la rivière. Et quand vous mettez une bassine, sans aller jusqu'à dire que vous interrompez quelque part cette interaction, vous créez un hiatus entre les deux, hein, une petite disjonction, une perturbation entre l'alimentation de la rivière par la nappe, enfin l'interaction entre la nappe et la rivière. Et ça, on s'est démontré, par exemple, quand on regarde au Chili, quand on regarde au Mexique ou aux États-Unis, en Californie, que si on le fait trop, ou si on le fait hors de propos, avec des trop grandes bassines, on parle de plusieurs millions de mètres cubes, eh bien, c'est le cas là aussi, hein, eh bien, ce qui risque de se produire, c'est que votre rivière, en gros, elle est à sec 2 fois plus longtemps et 2 fois plus souvent. Okay. C'est-à-dire que votre bonne idée de carte postale, en fait, elle vient comme toujours en matière de gestion de l'eau. Il faut avoir de la prudence et regarder ce qu'on perturbe. Et ce qu'on perturbe, c'est le cycle de l'eau. Et que déjà, on ne comprend pas forcément toujours complètement ce cycle de l'eau parce qu'il est complexe. Et là, bon. Alors, je ne veux pas rentrer dans le consensus scientifique, mais déjà là, il y a un problème. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que vous mettez de l'eau en surface, là où elle était dans le sol. Eh ben, tout le monde comprendra que cette eau, elle va s'évaporer. Hein. Enfin, je sais pas, quand il fait chaud, c'est assez simple. Ça paraît logique. Donc, cette eau, elle s'évapore et on perd entre 20 et 40% quand même. Donc, je vous reprends le barrage Hoover qui alimente un canal à ciel ouvert qui va jusqu'en Californie en traversant un désert. Ils perdent entre 50 et 60% des prélèvements. Donc, ils perdent la moitié. Voilà. Ensuite, on contourne en fait. Hein, les bassines, c'est surtout et avant tout un contournement des arrêtés de sécheresse, des arrêtés de crise. En été, quand il n'y a pas d'eau, vous n'avez pas le droit d'arroser vos champs, sauf si vous avez une bassine. Voilà, c'est bête, hein, mais donc ça permet de contourner un peu le truc, mais c'est pas tout le monde qui a une bassine, c'est pas tout le monde même qui a accès à cette bassine, c'est que quelques agriculteurs sur un bassin versant. Voilà, pour celle qui fait en ce moment qui défraie la chronique, c'est 6-7% des agriculteurs, c'est-à-dire rien, c'est personne. Le voisin de la bassine, il n'y a pas accès. Je vois la question. Alors, qu'est-ce que c'est l'alternative au barrage et aux bassines? Alors, au barrage, c'est compliqué. Les barrages, il y a des barrages d'irrigation, ça c'est une chose, mais en France, on a surtout des barrages pour l'hydroélectricité. Donc, voilà, il y a aussi, hein, les barrages servent aussi pour le canal de Provence, pour de l'irrigation, mais bon, là, on est sur des trucs qui sont déjà existants. Je n'ai pas connaissance de projet de barrage, voilà, de la taille des barrages qu'on a dans les Alpes, par exemple, pour alimenter de l'eau. Maintenant, l'alternative aux bassines, en fait, c'est un changement de modèle agricole. Il faut faire de l'agroforesterie. Voilà. C'est-à-dire que les bassines, il y a pas mal de... Voilà, c'est un accaparement de la ressource. C'est surtout du technosolutionnisme. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'on va pouvoir lutter contre le changement climatique et ses effets en augmentant la capacité de stockage d'eau dans le temps, de manière différée, pour pouvoir continuer à rien changer à sa pratique agricole. Et j'ai presque envie de plaindre les agriculteurs qui rentrent dans ce système-là. Parce que quand on rentre dans ce système-là, on se coince. On se coince soi-même en tant qu'agriculteur et on coince toute la population autour aussi, ce qui est beaucoup plus grave, pendant des années dans un modèle qui est mortifère, un modèle de productiviste de l'agriculture qui ne fonctionne pas, pour produire du maïs pour nourrir du bétail à l'étranger. En plus, il est exporté dans la majorité des cas, pas pour nourrir les gens. Faut bien comprendre ça. C'est-à-dire pour du pognon à court terme. Sauf que les conséquences, on va les payer à long terme. Et donc, l'alternative à ce genre de bêtises, c'est bien de ne pas donner dans ce genre de technosolutionnisme, mais c'est d'aller se dire non, stop, on arrête les frais. En fait, le vrai problème, là, ce n'est pas la technique, c'est le modèle agricole. C'est un choix de modèle agricole. Il faut changer de modèle agricole. Point. Et il existe des modèles qui permettent de se passer des bassines.
Et par exemple, les modèles, ça serait lesquels? Alors, c'est l'agroforesterie. Le principal modèle qui permet de se passer de ce genre de petites choses, vous en avez plein. Hein. Vous avez la culture en terrasse, vous avez l'agroforesterie. Il y en a plein des modèles qui permettent de faire. Moi, je regarde beaucoup ce qui se passe du côté de l'agroforesterie. Donc, l'agroforesterie, c'est assez simple. On revient sur des parcelles plus petites. Entre chaque parcelle, on met des arbres. Voilà. Et on fait, et des haies. Et on fait travailler, en fait, l'intégralité de l'écosystème en lien avec à la fois la culture, les auxiliaires de culture, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur le vivant, parce que quand vous avez des arbres, vous avez plus facilement des abeilles, vous avez plus facilement un sol vivant, vous avez plus facilement une résilience aussi aux maladies, parce que vous avez une meilleure biodiversité, voilà, un certain nombre de petites choses. Mais ça suppose des parcelles plus petites. Ce que ça suppose aussi, c'est que c'est du travail vivant au lieu d'être du travail mort. C'est-à-dire que l'agroforesterie suppose de la main-d'œuvre. Voilà. Ça suppose des engins aussi d'exploitation qui sont beaucoup plus légers. Il faut rentrer dans des parcelles plus petites entre des arbres. Donc, avec le tracteur, avec chaque roue du tracteur qui fait 5 mètres de haut, ça ne marche pas. Donc, c'est un travail qui va demander plus de travail vivant, plus de main-d'œuvre. Bon, ça, après, j'ai une autre casquette, je ne sais pas si je l'ai dit, je suis délégué syndical CGT dans mon entreprise. Moi, le travail vivant, ça m'intéresse, quoi, vous voyez, plutôt que le travail mort. C'est un travail qui a du sens aussi, parce qu'on travaille avec la nature et pas contre elle. Voilà. Ce n'est pas un travail d'amiche ou de mec qui revient au Moyen-Âge. L'agroforesterie, c'est compliqué, ça demande du savoir-faire, ça demande de la science, ça demande une très haute technicité, parce qu'il faut savoir quelles espèces rendent quel service à quel moment. Qu'est-ce que je plante à côté de mes patates pour qu'elles ne soient pas mangées par les dorifores ou pour je ne sais pas quoi d'autre. Voilà, ça demande tout ça. Et en plus de ça, bah, vos arbres, ils font de l'ombre et ils maintiennent le cycle de l'eau localement. Voilà. Donc, ça lutte contre l'aridification des sols. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses derrière ça. Donc, c'est ça qu'on prône. Après, il y a un dernier argument qu'on entend. Alors, c'est quelle est ta perspective? C'est vrai qu'au début, les tensions sur les ressources et leur accaparement. Alors, ça dépend. Je veux bien répondre à la question de Mathilde. Pas de problème. Je demande simplement aux dépressifs de quitter le live. Moi, à partir d'un certain moment, il est tard. Si vous ne voulez pas faire de cauchemar, je ne réponds pas, quoi. Donc, ma perspective, elle est très mauvaise. En fait, je ne suis pas très optimiste. J'ai 2 enfants et je me demande si dans 10 ans, ils auront de l'eau à boire. Voilà. Je vous le présente comme ça. C'est-à-dire que, même en France, hein, aujourd'hui, il faut bien comprendre ça. Jusqu'à présent, la plupart des gens s'imaginent que la ressource en eau, elle est infinie. Ben, c'est près tout. Il pleut, de l'eau, on en a, quoi. C'est bon. Hein. Tout le monde est agacé quand il pleut de trop, sauf les gens comme moi. Mais tout le monde s'imagine que la ressource en eau, elle est infinie, ne serait-ce qu'en quantité. Donc, les événements récents ont permis à pas mal d'entre nous de se rendre compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Hein, et que même en France, on a des problèmes et on a des restrictions. En métropole. Et en métropole, ouais, même... pas qu'en France, en fait, pas qu'en France métropolitaine, dans les DROM et puis dans pas mal de pays, en fait. Même en Allemagne, on a des problèmes. En Autriche, on en a aussi. Quand il n'y a pas assez d'enneigement, il n'y a pas assez d'eau dans les rivières non plus. Enfin, il y a pas mal de petites choses. Moi, j'habite donc en Alsace. J'ai à côté de moi un fleuve qui est transfrontalier, qui est le Rhin, qui dessert en eau potable un paquet de pays, et notamment les Pays-Bas. Ce qui se passe dans le Rhin avec des niveaux trop bas, ça impacte des pays entiers. Voilà. C'est très simple. Donc, les tensions, elles ne vont pas aller en s'améliorant, elles vont aller en s'aggravant, très clairement. Il va y avoir un accroissement des tensions autour des conflits d'usage. C'est assez clair. Et c'est aussi pour ça que c'est une question citoyenne et politique. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui s'est passé en Californie. Hein, les bassines, c'est le modèle californien. Ce qui s'est passé au Chili avec l'eau potable, ce qui s'est passé au Mexique avec la culture de l'avocat, c'est très, très simple. L'eau, elle est privatisée au bénéfice de quelques-uns et d'un agro-business. Et puis les autres, ils crèvent de soif. Ah oui, je vois, en Espagne, c'est très bien. Ils ont plein de bassines et puis ils n'arrivent plus à les remplir. L'Espagne. C'est assez rigolo. Enfin, rigolo. Parce qu'ils n'ont plus d'eau? Non, ils n'ont plus d'eau. Ils produisent beaucoup de légumes. Ils ont aussi une pratique de l'irrigation au goutte à goutte. Après, il faut reprendre, quand on parle de gestion de l'eau,
les ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'ils produisent énormément de légumes. Ça tombe bien parce que ce n'est pas les légumes qui consomment le plus d'eau en été, c'est le maïs. Ils ne produisent pas de maïs en Espagne. Par contre, allez voir au Chili, ils en produisent et puis il y a eu des problèmes d'approvisionnement en eau pour Santiago du Chili. Voilà. Et eux sont revenus en arrière. Donc peut-être que... Voilà. Donc l'Espagne, ils produisent des légumes. Il faut quand même de l'eau pour faire pousser des légumes. Mais on peut faire de l'irrigation goutte à goutte, on peut faire plein de choses. Ils ont plein de bassines, mais ces bassines, ils ne les remplissent plus. Voilà. C'est assez symptomatique. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la surface agricole utile en France irriguée, c'est jamais que maximum 10% de la surface agricole utile. C'est-à-dire que quand bien même vous mettriez des bassines partout, chez tous les agriculteurs qui peuvent en avoir en France, c'est jamais que 10% de la surface agricole utile du pays. Ah, ok, d'accord. Et donc, on a vu que du coup, l'agriculture vraiment joue un rôle central dans cette question de l'eau, quoi. Ouais. Là, tu nous en as beaucoup parlé, on voit que c'est extrêmement important. Je rappelle aussi que dans le programme de la NUPES, l'eau, elle prend bien une place importante. Aussi, il y a une situation dans les dom-toms un peu particulière en plus. Mais il y a plusieurs propositions, dont par exemple une progressivité dans la tarification de l'eau, que les premiers mètres cubes indispensables pour une vie digne soient gratuits, mais qu'ensuite on augmente au fur et à mesure pour que ceux qui remplissent leur piscine à la maison ils payent beaucoup plus cher l'eau que ceux qui l'utilisent pour la boire. Également aussi des contrôles beaucoup plus forts par rapport à l'usage de l'eau, aux pollutions de l'eau ou alors au captage de l'eau. Et est-ce que on a l'impression que la tâche elle est énorme là-dedans? Est-ce que à part donc l'agriculture dont tu as déjà bien parlé, on voit que c'est un domaine vraiment où on pourrait vraiment beaucoup y travailler. Est-ce que tu vois d'autres domaines ou d'autres mesures avec lesquelles on pourrait commencer, qui pourraient vraiment être à la fois efficaces et justes, et par où commencer? Toutes. Ouais. En fait, c'est pas qu'une blague. L'eau, c'est un cycle. C'est important à comprendre. On parle du cycle de l'eau. Résultat des courses, il faut bien comprendre que quand on touche à un endroit, potentiellement, ça a des répercussions sur les autres endroits. Aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'un empilement de mesures, par exemple, au hasard, 53 mesures annoncées pas loin de Serponçon dans un plan national machin, là. Ok, il y a 53 mesures pour l'eau là dans le plan du gouvernement. En fait, il n'y a aucune cohérence d'ensemble derrière ça. Donc, c'est pour ça que je réponds toutes, c'est parce que l'eau est un cycle. Donc, par-dessus tout, il faut garder une cohérence d'ensemble dans le socle de mesures. C'est ce que fait le programme de l'ANUPS. C'est-à-dire qu'il propose une série de mesures qui peuvent toutes être mises en place en même temps pour pouvoir garder cette cohérence d'ensemble. Voilà. Après, moi, il y a quelque chose qui apparaît pas vraiment dans le programme de l'ANUPS, pas en tant que tel spécifiquement pour la gestion de l'eau, mais qui a même de changer aussi radicalement la manière dont on gère l'eau et pour pouvoir se prémunir des conflits d'usage, enfin de la guerre de l'eau, comme on l'entend là dans certains médias, la guerre de l'eau a commencé, quoi. Bon, peut-être pas non plus trop affoler les gens, mais c'est un peu l'idée. C'est de redonner du pouvoir aux citoyens pour qu'ils puissent s'en mêler. Aujourd'hui, tout ce qui relève de la gestion de l'eau, c'est extrêmement opaque. C'est l'affaire de citoyens, de services techniques, c'est l'affaire de grands groupes, d'industriels. C'est à chaque fois le dernier sujet qu'on aborde, que ce soit en agriculture, en gestion ou en aménagement du territoire. C'est le truc auquel on pense en dernier. Puis ça coûte cher, puis il n'y a pas de budget. Enfin bref, c'est jamais une question citoyenne, c'est jamais un truc qu'on prend tout de suite. Donc ça favorise ceux qui en ont déjà, et puis ça favorise le pognon, pour être très clair. Mais la meilleure option pour résoudre tous les conflits d'usage, c'est changer radicalement le mode de gouvernance de la ressource. On remet ça dans les mains des citoyens. Et c'est fou comme ça marche à toutes les échelles. Et c'est fou comme ça marche tout de suite. Ça marche vraiment tout de suite. Quand on demande aux citoyens, dans leur ensemble, de se positionner sur un conflit d'usage, c'est immédiat, c'est fini, parce que les citoyens ne sont pas des débiles, ce ne sont pas des gens qui ne sont rien, ce sont des gens qui savent réfléchir, a fortiori en plus quand ils sont plusieurs, ils se posent tout de suite les bonnes questions, ils vous disent, en fait, si on ne fait pas quelque chose, demain on crève de soif. Voilà. Et donc, ils font ce qu'il faut. Alors ça, on peut le faire soit avec le programme de l'ANUPS, soit en mettant en œuvre une autre disposition du programme de l'ANUPS, c'est-à-dire on change de république, quoi.
Ah, ça c'est. Voilà. Et peut-être une toute petite dernière question pour la fin. Quelqu'un a demandé par rapport à la transition électrique qui a apparemment aussi besoin beaucoup d'eau et pour les batteries de voiture. Donc, comment tu vois cet aspect-là Alors, l'électricité, c'est en gros un peu plus 51 ou 52% en moyenne des prélèvements en eau en France. En France totale, hein, métropolitaine comme les DROM. Ça s'explique par les centrales nucléaires, parce qu'il faut les refroidir, les centrales nucléaires. Et c'est là, normalement, quand on parle de ça, on commence à se rendre compte que la ressource en eau, c'est pas qu'une question de quantité, c'est aussi une question de température, c'est aussi une question de qualité. Voilà. Si votre eau dans les rivières elle est trop chaude, vous ne refroidissez pas les centrales nucléaires, elles tombent à l'arrêt. Avant même de fabriquer les batteries de voitures, il faut se poser la question quand même. Donc, pour la transition électrique, la transition énergétique, eh bien, les besoins en eau, ils vont être majoritairement, si elle se fait par le nucléaire, ils vont être majoritairement absorbés par le nucléaire, ces besoins en eau. Voilà. On consomme de l'eau quand on refroidit une centrale nucléaire. Donc, c'est préoccupant. Maintenant, bon, les centrales nucléaires d'aujourd'hui, elles tournent. Elles sont régulièrement à l'arrêt du fait de problématiques de température des cours d'eau, parce qu'on ne peut pas trop réchauffer les cours d'eau non plus, hein, surtout en été. Donc il faut s'interroger. C'est encore une fois, les choix qu'on prend maintenant, c'est pour 30, 40 ans. On construit des nouvelles centrales, pas de problème. S'il n'y a pas d'eau pour les refroidir, elles ne pourront pas démarrer. Eh bien, Guillaume, merci beaucoup. C'est déjà beaucoup d'informations. À mon avis, Merci on devra en reparler de nouveau parce que pour continuer à remettre encore tout ça au clair et puis approfondir tout ça, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais merci pour ce premier éclairage, pour cette première apparition à Allô la NUPES. Et puis, tu es presque un citoyen de notre circonscription pour quelques kilomètres. Alors, ouais. à très bientôt en tout cas et merci beaucoup d'être passé par ici. Merci à vous. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.